Je m'adresse à vous aujourd'hui avec une certaine solennité. Nous sommes en train d'assister actuellement à l'inflexion attendue mais redoutée de la politique de censure, d'invisibilisation et de persécution d'un certain nombre de voix dissidentes. Sur cette plateforme vidéo même, les chaînes de Xavier Azalbert, directeur de la rédaction de France Soir, et de maître Fabrice Di Vizio, avocat qui défend la population face à un certain nombre de dérives, ont été fermées de manière autoritaire. 2 de mes propres vidéos ont été censurées récemment. La première portait sur le Covid en tant que syndémie, c'est-à-dire une maladie dont seule la convergence de différentes pathologies préexistantes peut la rendre particulièrement dangereuse. Et puis une autre que j'avais enregistrée au mois d'avril 2020 avec les responsables des sites athlé.ch et fusis.ch, une réflexion philosophique sur la réaction à la crise sanitaire. On ne parlait pas encore d'injection génique, donc je n'ai pas pu aborder des sujets tabous aux yeux des entreprises qui sont les propriétaires de cette plateforme, mais toujours est-il qu'elle a, elle aussi, plus de 2 ans et demi après, été retirée. Ce à quoi on assiste, c'est l'intensification d'un processus de harcèlement et de persécution des voix dissidentes. Le professeur Peter McCullough, qui est un des cardiologues les plus réputés au monde et qui alerte sur les risques cardiovasculaires d'un certain nombre d'interventions de santé promues récemment par les autorités, a vu son compte Twitter fermé également d'autorité. Alors la censure, ça fait un moment déjà qu'on s'y affronte, avec un questionnement douloureux quant au fait que plein de personnes et de groupes, de partis politiques qui se prétendaient démocrates et attachés aux droits fondamentaux dont la liberté d'expression et d'opinion ne réagissent absolument pas, et dès lors que les voix censurées sont celles avec lesquelles elles sont en désaccord, n'y voient, de toute évidence, pas d'inconvénient majeur. Maintenant, vous me direz, il n'y a rien de nouveau. La censure, ça fait longtemps qu'elle est pratiquée. Beaucoup d'entre vous savent accessoirement qu'une procédure judiciaire est en cours aux États-Unis. Les procureurs de différents États, la Louisiane, le Missouri, le Texas, ont poursuivi l'État fédéral au motif d'une collusion avec les réseaux sociaux pour censurer des autorités scientifiques compétentes au motif que leur discours ne s'inscrivait pas dans celui de la narration officielle. Évidemment que ce genre de procédé n'est connu que dans des pays totalitaires. Alors souvent des gens nous disent « oui, mais vous exagérez avec le totalitarisme, le simple fait que vous puissiez encore vous exprimer montre qu'on n'est pas dans un système totalitaire », eh bien ces observateurs feraient mieux d'augmenter le focus de leurs jumelles parce que c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Et le but est d'empêcher que la population reçoive une information de qualité quant à ce que les autorités et les intérêts en place veulent garder tabou, veulent que la population ne soit pas exposée au contenu décrivant un certain nombre de réalités. Alors, la censure, évidemment, est problématique en elle-même. Elle s'intensifie aujourd'hui avec même une application dans le passé, c'est-à-dire que les boîtes en question sont en train d'expurger la mémoire d'Internet d'un certain nombre de contenus qui avaient fait date et qui pourraient faire jalon, et on voit donc qu'on est dans une situation aujourd'hui extrêmement préoccupante. Je me permets de souligner le trait. Les différentes vidéos qui viennent d'être retirées me concernant l'ont été pour un contenu qui vient d'être validé et confirmé par la référence mondiale en matière d'épidémiologie et de traitement des données médicales, qui est le professeur John Ioannidis de l'université de Stanford. J'ai souvent mentionné ce savant, qui est considéré comme le plus grand scientifique actuel dans le domaine médical, c'est le plus référencé dans la littérature, celui dont les travaux ont le plus d'influence et sont considérés par beaucoup, dont moi-même, comme les plus rigoureux et les plus sérieux. John Ioannidis avait indiqué très tôt en avril 2020 que l'épidémie à laquelle nous étions confrontés était d'un ordre de grandeur sans préoccupation particulière. Ces toutes dernières évaluations montrent que c'était encore plus faible que ça. Donc ce que j'ai dit d'emblée, qu'il s'agissait d'une épidémie comparable à une épidémie de grippe moyenne à forte en termes de dommages et de létalité, a été confirmé, et c'était même encore moins que ça. Tout ça pour ça, me direz-vous. Mais évidemment que le problème, c'est que l'immense majorité des gens ne le sait pas, dès lors que les médias et les politiciens et les autorités médicales refusent de le reconnaître, disent autre chose et entretiennent un état de panique.
John Ioannidis vient de publier également, avec Michaela Schippers de Rotterdam et Harry Joffe de Edmonton, un article magnifique que je viens de traduire et que je vais publier chapitre après chapitre, tellement il est dense et intéressant, qui me donne entièrement raison sur les analyses que je porte depuis 2 ans et demi. Alors évidemment, là n'est pas le propos, on s'en fiche que Jean-Dominique Michel ait eu raison ou pas, ça n'a aucune importance. Par contre, ce qui est important, c'est que dans ce papier, il démontre que les mesures de contrainte qui ont été imposées à l'échelle mondiale, les interventions non pharmaceutiques, n'ont eu aucune utilité avérée. Aucun article sérieux, bien fait et indiscutable ne démontre une utilité, alors que beaucoup de recherches montrent à l'inverse que ça n'a pas eu d'impact ni sur les hospitalisations ni sur la mortalité, tout en ayant des effets dommageables massifs sur la population, notamment dans le fait de creuser les inégalités, d'ouvrir la porte à une pensée totalitaire, c'est-à-dire une pensée unique qui harcèle et persécute ceux qui cherchent à garder un débat d'idées, un débat scientifique ouvert, ce que nous sommes nombreux à avoir subi malheureusement, et puis à générer une crise de santé mentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population de tout l'Occident et du monde entier est en état de choc suite à ce qu'on lui a fait subir et qui n'avait pas de validité sanitaire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et c'est cette prise de conscience, je n'aborderai même pas la question d'un certain traitement controversé pour les raisons que vous comprendrez. Eh bien, aujourd'hui, on est dans cette situation où le couvercle de la marmite est poussé vers le bas avec des poids par tous ceux qui nous gouvernent, qui ne veulent évidemment pas que ça se sache et que leur défaillance et même leur trahison à certains égards de l'intérêt public soit reconnue. Je vais également bientôt diffuser sur mon site et sur mon blog tout un ensemble de contenus qui ont été soigneusement enregistrés lors de 2 colloques donnés à Lisbonne pour le premier et à Pérol pour le second, Pérol en Provence, où des intervenants qui sont les meilleurs à ma connaissance dans leur domaine ont fait un inventaire absolument sans complaisance et donc extraordinairement parlant sur les fraudes et la corruption qui ont piloté cette crise dite sanitaire. Dr Olivier Soulier revisite l'histoire de la médecine et la manière dont on a soigneusement éliminé tout ce qui pouvait relever de la médecine naturelle ou personnalisée ou intégrative. Votre serviteur présente une nouvelle fois l'état des fraudes et de la corruption dans les systèmes de santé qui est généralisé aujourd'hui de la cave au grenier avec des fraudes massives à l'appui. Ariane Bilran passe en revue la fraude et la corruption du point de vue de la philosophie politique et morale. Mehdi Belhadj Kassem fait une lecture splendide sur la corruption de la pensée à la lumière de la philosophie. Nous avons ensuite Décoder l'écho qui fait l'analyse des corruptions et des fraudes statistiques dans les données présentées relatives à une certaine pandémie. Donc je viens de vous rappeler que John Ioannidis a confirmé le fait que la prévalence de mortalité, infection fatality rate, était extrêmement faible depuis le début. Tout ça a été manipulé, occulté par des procédés tout à fait repérables, et donc il met en lumière toute cette fraude qui conduit aujourd'hui au fait que les gens aient des représentations complètement faussées en termes de prévalence de la pathologie et des formes graves, d'hospitalisation, de mortalité et d'attribution de causes à la mortalité. Emmanuel Darle passe en revue les fraudes et corruptions relatives à un certain traitement qu'on cherche à étendre aux enfants alors qu'il ne faudrait surtout pas le faire. Vincent Pavon passe en revue la corruption mathématiques dans les modélisations qui ont servi au gouvernement pour faire peur à la population. Virginie de Araujo-Recchia fait le tour de la fraude et de la corruption dans le domaine judiciaire, et ça donne passablement le vertige. Et puis enfin, Slobodan Despot d'un côté et Laurent Mukieli de l'autre, le premier à Lisbonne, le second à Pérol en Provence, font le tour de la corruption, des médias et des réseaux sociaux, conduisant à cette situation à laquelle on est aujourd'hui, qui est que des opinions légitimes, fondées, éclairantes et valides sont combattues impitoyablement par les gouvernants, par les sociétés médicales, par les pouvoirs économiques dominants et par les réseaux sociaux et la presse dans une collusion, c'est-à-dire qu'il y a une entente. Donc on s'est beaucoup fait traiter de complotiste, mais une collision aussi évidente, aussi crapuleuse, aussi intéressée, c'est-à-dire que ça vise un but tout à fait particulier, comment l'appeler autrement qu'un vaste complot? C'est exactement
ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Bon, tout ça augure d'une tension. On a vu maintenant qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a d'autres crises qui nous ont affligés toujours sur le même modèle, c'est isomorphe, comme on dit en anthropologie. Donc voilà, on a les spécialistes du domaine, comme c'est mon cas, ont très vite repéré que, comment dirais-je, la crise n'était pas sanitaire en elle-même, c'était des mauvaises réponses à la crise, à l'épidémie relativement bénigne, comme l'a dit mon éminent collègue Laurent Toubiana, qui ont posé problème, et donc finalement, on noyait le poisson et on faisait diversion avec des fausses nouvelles sanitaires, eh bien on voit aujourd'hui que ça se répète avec la situation militaro-diplomatique entre l'Ukraine et la Russie, puis énergétique, puis climatique. Enfin voilà, l'agenda s'intensifie et c'est évident aujourd'hui que le dessous des cartes n'est absolument pas ce que nos gouvernements essayent de nous faire croire. Et on voit effectivement aujourd'hui s'intensifier, alors qu'elle était déjà relativement costaude, la répression contre les dissidents, et c'est la raison de mon intervention. Il faut, à ce stade, s'habituer à l'idée que nous allons, les unes et les autres voix qui ont porté depuis 2 ans et demi, disparaître. Parce que le but de ceux qui sont aux commandes et des opérateurs des différentes plateformes est de nous invisibiliser. En ce qui me concerne, ça avait déjà commencé, puisque ma première année d'activité sur les blogs de la Tribune de Genève m'avait valu 13 millions d'articles lus, dégage une certaine influence, et que la Tribune de Genève elle-même a déréférencé mes blogs de sorte à ce qu'ils n'apparaissent plus lorsque j'en publiais. Donc ceux qui avaient accès à ma page pouvaient quand même y accéder, mais ça n'était plus montré publiquement, et donc évidemment avec une perte d'audience majeure, et c'est quelque chose qui s'est répété pour moi sur les différents réseaux sociaux. Mon compte LinkedIn a été fermé, mon compte Facebook a été bloqué à répétition pour 30 jours, et le but de tout ça, c'est simplement d'empêcher que ce que je dis puisse circuler et rejoindre des oreilles. À ce stade, je pense, comme Slobodan Despot l'a fait avec l'antipresse, que la meilleure stratégie est de basculer la communication par des réseaux protégés, notamment par mail et par le biais de mes propres sites. Donc je vous invite vraiment à fréquenter assidûment anthropologique.org avec un tiret entre anthropo et logique au pluriel, mon site professionnel jdmichel.com sur lequel j'offre un certain nombre de contenus gratuits et payants pour soutenir les forces de résilience et cultiver notre spiritualité, telle que la science l'a définie aujourd'hui face à ce qui nous arrive. Mais donc, il faut que vous vous habituiez au fait que nous puissions disparaître. Et si c'est le cas, c'est mon appel à l'aide. Venez chercher vous-même les contenus pour empêcher cette invisibilisation qui signifierait la fin d'un discours contradictoire et pertinent aux mensonges d'État qui sont proférés aujourd'hui mondialement. Nous avons besoin de votre soutien, et notamment puisque notre but est de continuer à produire du contenu de qualité qui puisse aussi s'adresser à des personnes qui ne sont pas encore convaincues des clés de lecture que nous avons trouvées, qui se posent encore des questions, mais qui ont une certaine ouverture d'esprit, de voir dans notre production ce que vous pouvez relayer utilement à d'autres personnes. Et donc je vous invite, je pense que cette vidéo est elle-même susceptible de faire l'objet d'un blocage assez rapidement, donc à vous inscrire à mes différentes newsletters. Je vais proposer sur anthropologique.org une modalité d'abonnement pour que les vidéos d'information que je produirai régulièrement sur l'évolution de la situation puissent être diffusées autrement que par des plateformes vidéo en ligne où sévit la censure, et de sorte à ce que vous puissiez aussi les recevoir directement chez vous, à partir de là, les télécharger ou en faire l'usage que vous le souhaitez et les relayer plus loin. Nous avons à ce stade à entrer dans des logiques semi-clandestinité ou en tout cas de protection de notre liberté d'expression et d'opinion et de notre sphère privée, et donc je vous invite très solennellement à participer à cet effort, car comme on l'a deviné à ce stade, les élites qui nous gouvernent ne sont pas bien intentionnées à notre égard, elles ont un agenda qu'elles annoncent avec un certain manque de vergogne, mais qui au moins nous renseigne sur leur agenda. Les choses risquent d'aller assez vite,
Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre, à soutenir tous les médias indépendants, qu'il s'agisse de François, qu'il s'agisse de l'Antipresse, qu'il s'agisse de covidop.ch, qu'il s'agisse de Kairos en Belgique, qu'il s'agisse en Suisse de l'Impertinent, qu'il s'agisse de Radio Libre. Enfin voilà, j'en oublierais si je cherchais à toutes les nommer. Mais donc il y a cet énorme effort fait par beaucoup de gens qui sacrifient énormément pour ne pas lâcher l'affaire. Nous avons besoin de vous. Et puis nous allons aussi, je vais de mon côté vous faire un ensemble de propositions et d'offres, parce que je trouve important que les gens qui font l'effort de soutenir reçoivent aussi quelque chose d'abondant en retour. Et donc je vais continuer à proposer différents programmes, notamment une poursuite de la masterclass que j'ai initiée sur traverser les crises en mobilisant nos ressources et en évitant d'être hypnotisé par la manipulation en cours. C'est un programme que je vais ouvrir avec différents modules. Il a un prix, mais pour les personnes étant en situation difficile, il y a moyen de s'inscrire gratuitement. Vous savez, tous les efforts que j'ai faits depuis 3 ans sont très basés sur la gratuité. J'ai consacré littéralement des milliers d'heures. Mon travail pour les conférences de Lisbonne et Pérol, c'est au moins 200 à 300 heures. Je ne suis pas défrayé pour ce travail, mais il me paraît essentiel de le faire parce que ça donne de la bonne munition, de la munition d'intelligence, de la munition de bon sens, de raison, de pensée complexe. Et il n'y a qu'avec ces valeurs, plus l'humour, plus la joie, plus la spiritualité, et plus l'altruisme et la bienveillance et la solidarité qui nous réunissent, que nous pourrons mettre en échec les gredins à qui nous nous affrontons et qui ne sont de toute évidence pas du tout dans ce registre-là et qui ne veulent pas notre bien. Voilà, j'en reste là. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo pour vous inscrire aux différentes propositions que je viens d'énoncer. Et puis, suivez attentivement mes différents sites, parce que tout ce que je vous ai annoncé en début de vidéo, toute l'extraordinaire analyse de Ioannidis, Schippers et Joff sur les mauvaises réponses sanitaires et pourquoi elles n'ont pas été bonnes, et qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'avenir pour stimuler l'intelligence collective et nous protéger de telles dérives, sera bientôt disponible, et il ne tiendra qu'à vous de le faire circuler en direction de toutes les personnes qui peut-être sont encore égarées à ce stade, mais disposent d'une certaine ouverture d'esprit, les médecins, les parlementaires, les maires, les responsables politiques, les journalistes. Il existe plein de journalistes honnêtes et intègres à la base, ils sont pris aujourd'hui malheureusement dans un système épouvantable, vos voisins, les membres de vos familles, voilà, n'hésitez pas à faire circuler ces contenus, parce qu'il est important qu'ils cheminent dans les esprits, qu'ils tracent un sillon dans l'espace collectif, et que nous faisons notre part en le produisant. Maintenant, c'est à vous de faire la vôtre, mais je sais à quel point vous avez vous-même, de manière innombrable, donné toutes sortes de choses et porté des efforts souvent héroïques au cours du temps. Voilà, encourageons-nous les uns les autres, mais en tout cas, nous ne lâcherons rien, parce qu'il en va de notre humanité. Merci.